All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Mr. Weber. Le Président, Monsieur Weber, je vous invite à procéder, mais cela aiderait les juges de la Chambre. Et je sais bien que l'erreur est due à la Chambre en raison des vieilles oreilles des juges. Cela aiderait la Chambre que vous prononciez plus clairement les mots que vous proférez, car nous n'aurions pas à vérifier encore et encore le compte-rendu d'audience pour voir si nous avons bien entendu ce que nous avons entendu. Monsieur Weber, c'est très aimable de votre part, Monsieur le Président, mais je pense que la responsabilité nous m'incombe. Le Président, très bien, veuillez procéder. Monsieur Weber. Eh bien, je vais maintenant parler des incidents répertoriés. La Chambre a reçu des éléments très détaillés au sujet des pilonnages qui représentent les incidents répertoriés F et G et la façon dont ces événements sont représentatifs de ce qui s'est passé pendant toute la durée de la campagne. Dans son mémoire, la défense s'appuie de façon importante sur les rapports de ces deux experts balistiques lorsqu'il est question des incidents répertoriés. L'accusation s'est occupée des témoignages de ces deux témoins au paragraphe 1049 et 1057 de son mémoire. En ce moment, l'accusation s'apprête à fournir quelques arguments complémentaires relatifs à l'absence de fiabilité de ces témoins par rapport aux mémoires de la défense. Zorica Subotic et Mile Poparic ont fait des dépositions qui n'ont aucune crédibilité en l'espèce. Ce qui est particulièrement éloquent, c'est que le mémoire de la défense propose de nombreuses citations, plusieurs centaines de citations extraites des rapports écrits de ces experts, mais ne propose aucune citation des témoignages de ces témoins dans le prétoire, et ce pour une raison très simple. De l'avis de la défense, les experts et leurs avis ne tiennent pas face à un examen attentif de ce que les témoins ont dit dans le prétoire. Le contre-interrogatoire de ces experts a démontré de façon répétée que les théories avancées par Subotic et Poparic sont sans fondement. Et les défauts de les défauts de la déposition de l'expert en pilonnage de la défense, autrement dit, les défauts de la déposition de Subotic, émanent en partie de son absence d'expérience. Comme elle l'a admis elle-même, elle n'a jamais analysé un cratère fraîchement formé en personne. Elle ne s'est jamais trouvée sur la scène d'une explosion due à un mortier immédiatement après la détonation. En fait, sa seule expérience en matière d'analyse de cratères date de 2010, date à laquelle elle a élaboré son rapport d'expert dans l'affaire Karadzic. Et c'est cette même visite sur les lieux dont elle s'est servie comme fondement pour exprimer les avis qu'elle a exprimés en l'espèce. Compte tenu de son expérience limitée en analyse de cratères, Subotic a décidé de recourir à des méthodes fourmillant d'erreurs. Elle analyse les cratères qu'elle décrit comme des cratères érodés ou endommagés par les années qui se sont écoulées depuis les pilonnages. Lorsque les cratères sont recouverts par des pavés, elle s'appuie sur des vidéos ou des photographies, même si une telle pratique ne peut conduire qu'à des résultats différents, ce qu'elle admet en page 39-630. Même lorsque elle parvient à mener à bien une analyse de cratères fiable, immédiatement après l'impact, elle rejette l'analyse faite par les balistiques de ces tirs de mortier, alors que ces analyses étaient faites immédiatement après les événements de pilonnage, négligeant au passage leurs conclusions en faveur de ces conclusions datant de visites extraordinairement tardives sur site, puisqu'elles datent de 2010, soit 15 ans après la fin du conflit.
Subotic, pour défendre ses positions, en arrive même à manipuler parfois les éléments de preuve afin d'exonérer le RSK. Par exemple, lorsqu'elle évalue l'incident répertorié G4, c'est-à-dire le pilonnage par le SRK d'un match de football à Dobrynia, dont il a déjà été question ici, elle utilise des coordonnées topographiques fournies par les enquêtes de la Fort-Pronu qu'elle replace sur d'autres courbes pour constituer une carte à une échelle différente de celle utilisée par la Fort-Pronu. Les conséquences d'une telle manipulation sont immédiatement apparentes, à savoir que le fait de placer les mêmes coordonnées sur une carte à une échelle différente conduit à tracer une courbe correspondant à un événement survenu dans un autre lieu. Au lieu de reconnaître que le fait d'utiliser les mêmes coordonnées sur des cartes différentes à une échelle différente pourrait conduire à des résultats différents, Subotic affirme que les nouvelles courbes tracées par elle discréditent l'enquête initiale de la Fort-Pronu. En fait, le résultat est le contraire de ce qu'elle déclare. Tout ceci montre simplement qu'elle aboutit de cette façon aux conclusions qu'elle cherchait à obtenir. La défense s'appuie sur cette manipulation dans son mémoire en clôture, affirmant les mêmes arguments erronés au paragraphe 1938 de ce mémoire. Subotic a également proposé un certain nombre de théories de la conspiration que rien ne vient étayer dans le but d'expliquer les pilonnages de Marc-Allais. Par exemple, dans le cadre des incidents répertoriés G8 concernant Marc-Allais 1, Subotic affirme qu'un dispositif stationnaire a été placé au marché. Le mémoire en clôture de la défense s'appuie sur les déclarations de Subotic dans ses écritures. Mais la théorie de l'explosion statique défendue par Subotic aurait exigé une vaste conspiration. Sa théorie aurait exigé l'existence d'une équipe de sabotage professionnelle qui aurait creusé un trou dont les mesures auraient dû être précises afin qu'un tir de mortier puisse passer pour un tir venu du territoire du SRK. Il aurait fallu des conspirateurs qui auraient placé un dispositif sur les lieux avant l'explosion statique. La grande théorie de Subotic aurait également exigé que ces conspirateurs aient amené sur place des cadavres sur le marché après l'explosion pour les faire passer pour des victimes. Lorsqu'elle a été interrogée sur cette vaste conspiration, cette théorie d'une vaste conspiration, Subotic n'a pas réussi à donner le nom ne serait-ce que d'une seule personne. Elle a tout simplement tout inventé. Il n'existe pas non plus le moindre élément de preuve physique à l'appui de sa théorie d'une explosion statique. Même Subotic le reconnaît. Comme Gauthier, un témoin de la défense, chef de l'enquête menée par les Nations Unies au sujet du témoignage, l'a dit dans sa déposition, le pilonnage de Marc-Allais 1 n'a pas été dû à la pose d'un dispositif stationnaire, mais a bien été le résultat d'un tir de mortier de 120 mm. De même, GRM 065 convient dans la pièce D 1442 que cet incident n'a pas été le résultat d'une explosion statique. La théorie de l'explosion statique est également exclue dans le rapport d'enquête des Nations Unies en page 21, pièce P 538. À un autre moment, Subotic continue à défendre ses propres opinions, même face à la masse d'éléments de preuve prouvant que son opinion est erronée. Un exemple de ceci, c'est ce qu'elle dit dans sa déposition par rapport à l'incident répertorié G10, à savoir l'attaque par bombe aérienne modifiée par le RSK contre Krasnitsa le 5 avril 1995. Subotic refuse de reconnaître le fait qu'une bombe aérienne modifiée de 250 kg a été utilisée au cours de cette attaque. Comme prétendant avoir qualité d'expert, elle refuse de reconnaître ce fait, même en dépit du rapport des enquêteurs qui indique qu'un détonateur provenant d'une bombe aérienne modifiée a été trouvé sur les lieux. Elle refuse encore d'admettre qu'il s'agissait d'une bombe aérienne modifiée de 250 kg, même lorsqu'elle est informée
qu'il existe des documents de la VRS confirmant qu'il s'agissait bien d'une bombe aérienne modifiée de 250 kg. Comme les informations des balisticiens et les documents de l'époque, comme si les informations des balisticiens et les documents de l'époque ne suffisaient pas, elle continue à nier qu'il s'agissait d'une bombe aérienne modifiée de 250 kg, même après avoir été informée que par la déposition du commandant de la brigade Dilidja, Radojcic, qu'une bombe aérienne modifiée de 250 kg a été utilisée à Krasnitsa. Cette arme est évoquée dans la déposition de Radojcic, mais Subotic laisse entendre qu'il ne disait pas la vérité, qu'il savait bien qui avait tiré en tant que commandant de brigade. Subotic tient bon dans sa théorie, même face à cette montagne d'éléments de preuve, pour une raison très précise. Elle souhaite minimiser la capacité destructrice de cette bombe aérienne modifiée de 250 kg pour la faire passer pour une bombe de 100 kg. Sa déposition a un seul but, démontrer que le RSK aurait utilisé une force plus proportionnée contre une prétendue cible. Étant donné sa partialité extraordinaire et sa totale absence de crédibilité, elle s'en tient à un avis qui est absolument non étayé. Sa déposition doit être rejetée. Des conclusions et des manipulations d'éléments de preuve similaires se retrouvent dans la déposition de Poparic, qui a témoigné en tant qu'expert de tir embusqué de la défense au sujet des incidents répertoriés de tir embusqué. Commençons par le fait que Poparic a admis qu'il avait construit sa théorie de la ligne de vision en négligeant totalement les données GPS utilisées par les coordonnées GPS utilisées par le bureau du procureur sur les lieux où les victimes ont été visées par des tirs embusqués, parce qu'il estimait que ces informations n'étaient pas nécessaires. Dans le même genre d'efforts que ceux de Subotic, Poparic s'engage également dans des déformations de la réalité et des raisonnements tarabiscotés en tentant d'exculper l'accusé. Par exemple, pour faire porter la responsabilité sur l'ABIH, Poparic place intentionnellement les coordonnées du lieu correspondant à l'incident répertorié F16 ailleurs que là où Tariq Zunic dit avoir subi un tir. Au lieu de s'appuyer sur la déposition de Zunic quant au lieu de l'incident, Poparic place le tir embusqué ailleurs, dans un lieu qui était moins visible à partir de Spitsasta Stiena. Le mémoire de la défense s'appuie sur cette manipulation de Poparic, même si la défense admet que le témoignage de Zunic correspond à d'autres éléments de preuve. Même si Poparic admet que la déposition de Zunic correspond à d'autres éléments de preuve. Poparic choisit de faire confiance à un couple dont il ne donne pas le nom, qu'il aurait rencontré lors d'une visite en 2010 et qui lui aurait dit que le tir embusqué venait d'un lieu différent. Rien dans les éléments de preuve ne vient étayer l'avis de Poparic, et les éléments de preuve, dans leur grande majorité, indiquent que le tir provenait des positions du SRK. Poparic nie également des faits bien connus. Je vais vous en donner un exemple. Au paragraphe 2170 du mémoire de la défense concernant l'incident répertorié F9, la défense s'appuie uniquement sur des affirmations non étayées dans le but d'affirmer que, je cite l'accusation, n'a pas réussi à prouver qu'il existait une position de tir de la VRF sur les lieux de l'Institut pour les aveugles. Fin de citation. L'affirmation de la défense est contredite par ses propres témoins. Le commandant du 1er bataillon de la brigade Dilidja, Goujina, admet que le SRK tenait une position au niveau de l'école pour les aveugles. Ceci se trouve au transcript page 22-548 et dans la pièce D-514, paragraphe 37. La défense critique les enquêtes de Bosnie-Herzégovine au paragraphe 1876 à 1883 de son mémoire. Toutefois, contredisant les dépositions de Subotic et de Poparic,
Les enquêteurs de la BIH, tels que Sabliya, Suljevic, Turkušić, Sokolar, Bešić et Mioković, étaient des enquêteurs expérimentés qui ont procédé à des centaines d'enquêtes pendant le conflit. Encore plus important pour l'ensemble des affirmations de la défense relatives à la partialité, les conclusions des enquêteurs de la BIH au sujet des incidents répertoriés étaient souvent corroborés par les enquêtes des Nations Unies. Par exemple, le pilonnage des personnes qui faisaient la queue pour obtenir de l'aide humanitaire à Dobrynia. L'enquête de la BIH a déterminé que les obus provenaient de l'Est, c'est-à-dire de la direction de Lukavica. L'enquête de la Fort Pronu, de même, corrobore les conclusions de la BIH et déclare que les obus provenaient de la direction de Lukavica. Les enquêtes de la BIH représentent simplement une petite partie de très nombreux éléments de preuve présentés par l'accusation concernant la campagne de terreur menée à Sarajevo. Le témoignage des témoins entendus par la Chambre pendant toute la présente affaire, ainsi que les pièces à conviction versées au dossier, ne mènent qu'à une seule conclusion. Pendant 3 ans, le général Mladic et les autres membres de la campagne de terreur de Sarajevo et de l'entreprise criminelle commune ont mené une campagne de terreur contre les civils de Sarajevo. Suite à cette campagne, le général Mladic est responsable des crimes dont il est retenu contre lui, à savoir, il est responsable de la terreur, des attaques illégales et de meurtres. Monsieur le Président, Messieurs les juges, ceci met un point final à mes observations et je rends la parole à Monsieur McCloskey. Le juge, je vous remercie, Monsieur Weber. Monsieur McCloskey, avant de procéder au sujet des analyses que vous allez présenter, je vous invite à réfléchir à votre débit de parole. Je pense que vous pourriez penser à éprouver quelque compassion vis-à-vis des sténotypistes et de nos oreilles. Veuillez procéder, Monsieur McCloskey. Merci de me le rappeler, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les juges, bonjour. Srebrenica. Srebrenica, c'est une catastrophe pour la communauté musulmane de Bosnie orientale. Une tragédie de telle proportion que les paroles que je pourrais prononcer ici aujourd'hui ne pourront pas réussir à vous l'exprimer dans toute l'importance des souffrances qu'a vécues la population de Srebrenica. Mais la plus grande tragédie n'est pas à rechercher uniquement dans le nombre de morts ou dans les souffrances vécues par cette communauté. Nous devons également nous rappeler les familles qui sont restées vivantes, ces personnes qui ont été condamnées à vivre toute leur existence sans la compagnie de leurs pères, sans la compagnie de leurs époux, de leurs frères, de leurs fils, de leurs voisins et de l'ensemble de leur communauté. Ceci est une souffrance trop importante. Il y a eu trop de pertes humaines pour que qui que ce soit parmi nous puisse comprendre véritablement la nature et l'ampleur de cette terrible souffrance vécue par les femmes et les survivants de la communauté de Srebrenica. Nous pouvons toutefois frapper en retour grâce au mandat qui nous a été décerné par le Conseil de sécurité et grâce à la création de ce tribunal. Nous pouvons exposer ces crimes terrifiants et tenter de découvrir qui est responsable de ces crimes. Grâce aux très nombreux éléments de preuve présentés en l'espèce, nous avons pu révéler la nature et l'ampleur de ce crime terrifiant, de ce génocide. Nous avons identifié les principaux responsables de ce crime. Nous avons fait comparaître Mladic au banc des accusés pour qu'il réponde de ces crimes. Les éléments de preuve concernant le génocide qui ont été présentés dans ce prétoire depuis 4 ans et demi, comme je m'y étais engagé dans mon propos liminaire, sont clairs, globaux et inattaquables. À partir des très nombreux éléments de preuve présentés, nous voyons Mladic sur le terrain à Srebrenica, au commandement de ses forces, en train d'organiser systématiquement la capture, la détention, le transport, l'exécution et l'enterrement de plus de 7000 hommes en âge de porter les armes, ainsi que de jeunes hommes de Srebrenica, et l'expulsion de femmes, d'enfants et de vieillards.
Pendant les deux parties d'audience suivantes, je vais nous ramener tous à l'année 1995 et mettre l'accent à votre intention sur les éléments de preuve les plus importants qui apportent la preuve de la responsabilité pénale individuelle de Ratko Mladic et montrent que ces éléments de preuve permettent de démolir totalement les efforts de la défense qui souhaitent les nier. En l'espèce, l'acte d'accusation évoque deux entreprises criminelles communes liées l'une à l'autre et qui concernent toutes deux la Bosnie orientale. L'entreprise criminelle commune destinée à éliminer la population musulmane de Srebrenica et l'entreprise criminelle commune principale destinée à nettoyer sur le plan ethnique la population non serbe dans les zones contrôlées par les Serbes de Bosnie. Je vais maintenant centrer ma présentation sur l'entreprise criminelle commune destinée à éliminer, dont vous savez qu'elle est définie comme constituant le transfert sous la force de femmes, d'enfants et de quelques personnes âgées hors de Srebrenica à partir des 11-13 juillet, ainsi que le meurtre des hommes en âge de porter les armes et des jeunes hommes de Srebrenica. Dans les mois qui ont conduit à la chute de l'enclave, la population de Srebrenica avait systématiquement souffert de privation de nourriture et des autres nécessités élémentaires de l'existence, c'est-à-dire qu'elle avait souffert de restrictions délibérées de l'aide apportée à la population et des approvisionnements de la Fort-Pronu. Elle avait souffert d'attaques planifiées contre la population civile et tout cela a eu pour résultat le 11 juillet 1995, je cite, « la création d'une situation insupportable d'insécurité totale sans aucun espoir de future survie ou de vie pour les habitants de Srebrenica ». Ces derniers mots, comme vous le savez, ne sont pas les mots que j'ai prononcés. Ce sont les mots de Karadzic et de Mladic que l'on trouve dans les ordres de la directive numéro 7 du 8 mars 1995 qui constitue la pièce P1469. Je ne peux pas penser à une meilleure description des conditions de vie de la population de Srebrenica le 11 juillet 1995. La directive numéro 7 qui, lorsqu'elle a été avec succès mise en action, mise en œuvre, a eu pour résultat précisément ce que recherchaient Mladic et Karadzic, à savoir la création d'une situation dans laquelle la population musulmane ne pouvait pas espérer survivre et était contrainte de quitter Srebrenica. Cette condition sans espoir de la population was a direct result of the policy. Et le fait d'empêcher la Fort-Pronu était le résultat de la directive numéro 7 suite aux attaques qui avaient été menées, aux actions et privations qui avaient été conçues par Mladic et Karadzic pour créer cette situation inhumaine de 45 000 personnes à Srebrenica. Les conditions de la population musulmane à la date du 11 juillet étaient le résultat direct de la politique de la VRS et des dirigeants bosno-serbes depuis le début de la guerre pour chasser les non-serbes. Une politique qui avait déjà été mise en œuvre et dont on avait parlé de façon répétée les dirigeants bosno-serbes, les représentants officiels et non officiels, comme indiqué dans les documents à propos de réunions et de réunions qui se sont tenues de façon confidentielle. M. Tiger et M. Tradi vous ont rappelé les objectifs stratégiques. Numéro 1, à partir du mois de mai 1992, qui visait la séparation des communautés nationales, et la directive numéro 4 de Mladic au mois de novembre 1992, qui avait ordonné que l'on chasse la population musulmane de la région de Srebrenica. Vous vous souviendrez certainement que M. Traldi a exposé ses arguments sur les éléments de preuve, sur ce qui s'est passé exactement au début de l'année 1993, lorsque la VRS a réussi avec succès à chasser la population de Bosnie orientale. Cependant, les Nations unies sont finalement intervenues au mois d'avril 1993 avec la création de la zone protégée par l'intermédiaire de la résolution du Conseil de sécurité 819 qui
a empêché d'autres actions de la VRS. L'intention était de chasser les musulmans de Srebrenica. Cependant, il était clair qu'au mois de juillet 1995, d'après le rapport du commandant de la brigade de Bratunac, le colonel Ognjenović, peu après cette réunion qu'il a eue avec le général Mladic et le général Zivanovic, qui a été abordée précédemment par M. Tiger. Ces propos les propos avancés consistaient à dire que la vie devait être insupportable, que leur séjour devait être provisoire dans l'enclave et rendu impossible, et que ces personnes devaient quitter l'enclave en masse. L'ordre criminel a été donné en fonction de la directive numéro 7. Et bien évidemment, ce n'est pas Ognjenović qui en était à l'origine, mais traduit simplement ce qu'il a appris suite à la réunion qu'il y a eu entre Mladic et Zivanovic quelques jours auparavant. Ceci, nous le savons parce que, d'après ses propres termes, ceci a été noté dans le carnet de général Jivanovic. Comme M. Tiger l'a signalé, les éléments de preuve montrent que Vanovic a fondé son rapport sur ce qu'il connaissait de ces troupes, la pièce P 5273. Cette enclave ne devait pas survivre mais disparaître. Ensuite, au mois d'août 1994, les commentaires de Mladic sur un enregistrement vidéo que nous avons entendu lorsque nous avons entendu les arguments de M. Tiger. Et les Américains, les Anglais, les Ukrainiens, les Canadiens à Srebrenica, dans l'intervalle, et les bataillons néerlandais qui étaient censés les protéger, sinon ils allaient disparaître. Ils auraient disparu de cette région depuis longtemps. Encore une fois, le terme qui est utilisé et repris, c'est disparition. Nous avons pu le constater dans les notes de Jivanovic. Il utilise encore une fois, et il parle encore de ses intentions en direction de la communauté musulmane. Les déclarations de Mladic ici traduisent sa frustration au niveau des enclaves de l'ONU et de la force internationale qui l'empêche de chasser les musulmans complètement de la zone à l'époque, et il n'était pas disposé à attaquer les forces des Nations Unies. Au printemps de l'année 95, nous avons la directive numéro 7 au cours de laquelle Jivanovic a eu une réunion avec Mladic. Et encore une fois, nous avons les notes concernant Srebrenica, P 5274. Rendre la vie insupportable. Ces propos se font l'écho du thème repris dans la directive numéro 7, tel qu'exprimé par Mladic, ainsi que par Miletic dans la directive numéro 7. Outre l'ordre qui visait à créer des conditions insupportables pour la survie des habitants, la directive numéro 7 énonce, comme je l'ai dit, un ordre insidieux aux fins de limiter l'aide qui devait parvenir aux enclaves, bien évidemment dans le but d'exécuter l'ordre visant à créer des conditions insupportables. L'État et les organes militaires pertinents responsables des travaux avec la FORPRONU et des organisations humanitaires par l'intermédiaire d'un plan et d'une restriction imposée à l'obtention de permis, et ceci a été fait discrètement afin de limiter l'appui logistique apporté à la FORPRONU aux enclaves et l'approvisionnement en matériel et ressources à la population musulmane, la rendant ainsi dépendante de notre bonne volonté, tout en évitant une condamnation de la part de la communauté internationale et de l'opinion publique internationale. Et bien évidemment, cet ordre qui est donné par l'intermédiaire de la directive 7 a été suivi et mis en œuvre dans de nombreux pas par Mladic lui-même, qui personnellement a surveillé ces demandes d'envoi de convois et paraphé sa décision qui visait à refuser l'approvisionnement de ces produits de première nécessité. Dans un exemple à la pièce P 1788, page 16, Mladic
a refusé à la fois PRONU une demande de carburant le 30 mars. Il a paraphé cette demande en inscrivant un nom en haut du document. Obradovic a identifié les initiales de Mladic. Ici, page du compte-rendu d'audience 40 537, 40 538. En se penchant sur le reste de la pièce P1788, nous constatons, ainsi que les pièces à conviction P2145, P2159 et P2146, que toutes les demandes de convoi, comme vous le constatez, ont été restreintes personnellement par Mladic, s'agissant d'équipements de troupes qui devaient être envoyés à la fois PRONU dans 29 cas environ. Les efforts de l'état-major principal visant à limiter l'approvisionnement en équipements aux enclaves est quelque chose qui est manifeste d'après la correspondance du général Mladic avec les corps et les brigades, dans les instructions pour que différentes restrictions soient imposées, voir les paragraphes 435 à 447 de notre mémoire en clôture. Le prochain document qui est important consigne le fait que l'objectif devait être mis en œuvre aux fins de chasser les musulmans de Srebrenica. Il s'agit d'un ordre de Mladic qui est daté du 12 mai 1995 et qui donne des instructions au quart de la Dvina aux fins de préparer des plans de bataille contre les enclaves de Jepa et de Srebrenica, pièce P 2097. Cependant, le 16 mai, le général Karstic informe l'état-major principal dans la pièce P 2098 que même s'il est en train d'effectuer des préparations pour mettre en œuvre l'ordre de Mladic, il déclare, et je cite, « Nous sommes pour le moment incapable d'exécuter cet ordre et de fermer complètement les enclaves ou de mener des attaques contre ces enclaves parce que nous ne disposons pas de suffisamment de force. » Donc, il est incapable, à ce moment-là, de recruter suffisamment de troupes au mois de mai. Les plans du corps de la Drina, d'exécuter les plans du corps de la Drina et de mener une action de sabotage au mois de juin qui a été couronnée de succès. Ceci était censé faire naître la peur et la panique au sein de la population de Srebrenica. Vous vous souviendrez certainement d'une petite unité, la 10e détachement de sabotage et la brigade de Bratunac, dont les soldats sont secrètement entrés à Srebrenica par l'intermédiaire d'un tunnel et ont tiré plusieurs roquettes à main dans le brouillard en direction de la ville. Ils ont tué une femme qui tentait de traverser ce tunnel. Voir notre mémoire en clôture, paragraphe 449. Milorad Belemic, le commandant de l'unité, a dit dans sa déposition qu'il tentait qu'ils avaient pris pour cible le poste de police avec leurs grenades à tubes. Page du compte-rendu d'audience 38-812. Vous vous souviendrez certainement de sa déposition à ce sujet. Et vous savez des terribles crimes qui ont été commis contre les femmes musulmanes à Pelemichi en 1992. Inutile de dire que sa déposition n'était pas crédible et que l'objectif a été couronné de succès, c'est-à-dire de l'attaque qui avait été mise en œuvre, et comme l'attestent les notes qu'il a prises à propos de cette opération, P7272. Les notes de Pelemiche de 1995 précisent « Entrer dans la ville et provoquer la panique et le désarroi ». Et cette opération avait été prévue pour faire naître la peur et la panique. Et ceci concorde parfaitement avec l'objectif de la directive numéro 7, c'est-à-dire de rendre la vie insupportable. Un peu plus loin, dans le courant de ce mois, le corps de la Drina avait planifié et exécuté des opérations de combat contre le poste d'observation du bataillon néerlandais à Zeleni Yadar, en déplaçant ce poste opérationnel et en ouvrant la voie pour une attaque future contre Srebrenica depuis ce secteur. Ces éléments de preuve figurent clairement dans notre mémoire en appel, au paragraphe 1107, et se fondent essentiellement sur des documents de la VRS et du bataillon néerlandais qui ont fait état de l'attaque en question. Donc, le 2 juillet, les corps de la Drina se préparent à mettre en œuvre son plan d'attaque dans la clave en tant que tel. Je souhaite vous montrer ceci brièvement, vous montrer la pièce P 1465. Nous constatons d'abord que le plan d'attaque est fondé, se fonde sur la directive numéro 7 et numéro 7.1, ce qui minimise ou sape complètement l'argument de la défense qui indique que Mladic avait retiré son ordre criminel fondé sur la directive numéro 7 pour la remplacer par la directive 7.1.
Sa défense a été complètement mise à mal par M. Tiguer lundi à la page du compte-rendu d'audience 44 335 et 40 336 dans notre mémoire en clôture au paragraphe 432. En outre, je vous renvoie à l'interrogatoire de M. Groom du général Milovanovic sur ce point, qui a exposé les mensonges en soulignant document après document, question après question, quels étaient justement ces mensonges. En particulier, confère les pages du compte-rendu d'audience 17 123 à 17 132. Nous constatons que le plan d'attaque visait à diviser Srebrenica et Jepa. Comme je vous l'ai indiqué auparavant, il s'agissait d'un objectif légitime contre les efforts de la BHA qui souhaitait unifier les enclaves sur un plan militaire et d'ordonner la réduction des enclaves ou d'ordonner que soient circonscrites les enclaves à leur simple zone urbaine. Comme nous l'avons montré, ceci avait été conçu pour chasser la population civile des zones rurales de l'enclave et que ces personnes soient concentrées dans un tout petit secteur urbain de Srebrenica, créant ainsi un désastre humanitaire comme en 1993. Créant ainsi, je cite, des conditions visant à l'élimination des enclaves, qui, dans ce document, signifiait créer une situation qui permettrait à l'attaque d'avoir lieu et qui devait signifier la prise de toute l'enclave et le déplacement de toute la population. Ce renvoi à une élimination au niveau du plan d'attaque ne doit être confondu avec notre emploi du terme éliminer, c'est-à-dire l'entreprise criminelle commune aux fins d'éliminer. Dans l'entreprise criminelle commune aux fins d'éliminer, nous parlons des deux à la fois, le déplacement de la population et le meurtre des hommes en âge de porter les armes. Comme cela a été le cas quelques jours plus tard. Avec l'ordre d'attaque de Kriava 95, il y a eu la carte sur laquelle figuraient les opérations visant à les cartes à l'appui de l'attaque, qui montrent que la signature de Mladic se trouvait en bas du document. Approuvons ainsi cet ordre. P 1087, page 25. La défense laisse entendre que Mladic a approuvé cette opération après les faits. Cependant, aucun élément de preuve ne permet d'étayer cela, et cela n'a aucun sens au plan militaire que Mladic soit d'accord avec une opération aussi importante post-facto, après les faits. Le plan d'attaque, comme vous l'avez constaté, a été envoyé à l'état-major principal et a été établi le 2 juillet, comme nous l'avons indiqué dans ce document à la page 10. Le document clé suivant porte sur la mise en œuvre d'un éventuel déplacement de la population dans le communiqué du 9 juillet qui émane de Tolémir, envoyé avec Vero Gerstic à Pribicevac, au poste de commandement avancé, en transmettant ainsi l'approbation de Karadzic qui visait à changer la stratégie sur les conditions d'élimination de Srebrenica qui devaient avoir lieu dans l'ensemble de l'enclave pour chasser tous les musulmans. P 1466. Le président de la République Srpska est satisfait des résultats obtenus par les opérations de combat autour de Srebrenica et est d'accord pour poursuivre ces opérations pour la prise de contrôle de Srebrenica. Ce document illustre sa satisfaction au niveau de la chaîne de commandement. Mladic n'est pas mentionné de ce document. Personne d'autre n'était habilité à faire une proposition aussi importante à Karadzic, une proposition de changement de cette politique qui avait été mise en œuvre sur 2 ans, créant ainsi les conditions de la chute de l'enclave. Il s'agissait en fait de conquérir l'enclave. Le lendemain, le 10 juillet, Mladic a donné un ordre en se fondant sur les succès réalisés à Srebrenica en 9 juillet, ordre portant sur les préparations par la brigade de Rogatica. Les préparatifs pour une attaque contre Jepa, P 2106. Ce document montre que Mladic était parfaitement informé des événements du 9 juillet. Il s'agit d'une décision cruciale qui a été prise à ce moment-là. Il s'agit de quelques documents tout à fait surprenants qui constituent le dossier historique et qui permettent d'identifier l'objectif et l'intention sous-jacente des crimes qui visaient à chasser la population musulmane de Srebrenica et à planter le décor des meurtres, du meurtre des garçons
et des hommes de Srebrenica. Avec ces documents, bien évidemment, les actions sur le terrain pour la mise en œuvre et la réalisation de l'objectif criminel aux fins de chasser la population civile ont effectivement été réalisées. Après la directive numéro 7 qui a été envoyée au corps de la Drina, nous constatons des éléments de preuve directs qu'il y a eu des restrictions très importantes imposées sur les convois du bataillon néerlandais et la population. En bref, le bataillon néerlandais était quasiment incapable de fonctionner correctement. Ceci est décrit en détail par différents témoins du bataillon néerlandais et exposé dans notre mémoire en clôture au paragraphe 435 à 440. Les privations imposées à la population musulmane étaient tellement importantes que les personnes mouraient de faim et étaient sans espoir. Voir paragraphe 445 à 446. La création des conditions insupportables ont également été réalisées par les attaques de la VRS contre la population civile, avec une attaque qui a commencé le 6 juillet. Comme expliqué en détail dans notre mémoire en clôture, ces attaques qui avaient été planifiées par la VRS avaient pour résultat le déplacement de la population des zones rurales de la ville, y compris le projet d'abri suédois d'environ 3000 habitants. Et ceci a atteint une masse critique le 10 juillet et le 11 juillet, lorsque la population a encerclé la base du bataillon néerlandais à Srebrenica, connue sous le nom de enceinte de Bravo. Vous vous souviendrez de la déposition du témoin du bataillon néerlandais, Ravé. Ravé et Böring, qui ont décrit comment, dans la matinée du 11 juillet à Srebrenica, lorsque la VRS a lâché un obus au milieu de la foule, et autour de la population dans le bataillon, sur la base du bataillon néerlandais. On ne peut qu'imaginer le carnage. Je souhaite vous montrer une courte séquence vidéo pour vous puissiez vous remémorer cette situation épouvantable, insoutenable, créée par Karadzic et Mladic le 11 juillet dans la ville de Srebrenica. Où les musulmans se rassemblent dans un état de panique totale à l'endroit où se trouve la base de la Fort Prenu, la compagnie Bravo. Certaines personnes tentent de monter à bord de véhicules à la Fort Prenu pour assurer la sécurité et être emmenées à Potocari. Oké, oh, dat heeft hij lekker gezellig gewerkt. Even vragen pakken. Dat komt op. Ja, schuif onder, schuif door. Ja, oké. Stukje naar vier man tillen. Those images speak for themselves. Monsieur McCloskey continue. Les images parlent d'elles-mêmes. Et pendant que la foule terrifiée, fouillée et se dirigeait vers Potocari, Rav a décrit que des obus tombaient des deux côtés de la route autour des gens qui fuyaient. Il a donc pensé que c'était des efforts pour que les peuples se regroupent vers le nord. Page du compte rendu 10 171. Et dans la soirée du 11 juillet, la population a été complètement déplacée et
éloignés de leur domicile dans des conditions terribles. Il y en avait beaucoup avec des nouveau-nés, avec les enfants en bas âge, sans leurs hommes et sans moyens pour survivre pendant plus de quelques jours. La fuite était leur seule option puisque le bataillon néerlandais n'avait plus d'effectifs, ni d'installation, ni d'approvisionnement pour les garder en vie. Paragraphe 441 jusqu'à 444. Et la force aérienne de l'OTAN n'était pas utile. VRS tenait déjà quelques otages du bataillon néerlandais. Dans cette même soirée, lors de la première réunion avec Mladic, le commandant Karimans du bataillon néerlandais a reconnu que l'enclave était perdue et a demandé à Mladic l'autorisation de permettre au bataillon néerlandais de quitter l'enclave avec la population musulmane. Et cette nuit-là, Mladic a personnellement ordonné que les autocars soient prêts pour ce déplacement. Nous savons que le général Skelbic en a témoigné, page du compte rendu 13 984 jusqu'à 85. Mladic était présent à Potocari le 12 et le 13 juillet, commandait ses troupes, séparer des hommes et des garçons de leur famille, déplacer des femmes et des enfants vers Cladagne et placer des hommes en détention avant de les exécuter sommairement. Le témoignage et les vidéos qui montrent ces 2 jours terribles de l'expulsion, on peut y voir que sur les visages des musulmans, la peur, la terreur a été perceptible. Maintenant, nous allons vous montrer une séquence vidéo de notre recueil de vidéos P1147 où on peut voir un nombre massif des gens de Potocari à la date du 12 juillet. Et si vous regardez attentivement cette séquence vidéo, vous allez voir des hommes en âge de combattre qui étaient dispersés dans cette foule que les Serbes de Bosnie pouvaient voir également. Maintenant, j'aimerais pouvoir vous faire imaginer cette chaleur, ces odeurs terribles, cette horreur, pour avoir une idée comment c'était. Pensez que, ou l'idée selon laquelle ces gens avaient quitté cet endroit de leur plein gré est insultant. De même recueil de vidéos, nous avons une séquence où vous pouvez voir comment les femmes, les enfants et les personnes âgées étaient expulsés et forcés de franchir la ligne de front. Ils ont dû marcher 5 km, mais la température à l'époque était de 35 degrés. Ils devaient se diriger vers Cladagne. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai 4 enfants et je dois souffrir avec eux maintenant. Comment pouvons-nous vivre maintenant?
Parfois, les sous-titres n'étaient pas faciles à lire. La dernière femme a dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai 4 enfants. Ils m'ont laissé ici pour souffrir avec eux. Et après, elle dit, comment sommes-nous censés vivre maintenant? Nous avons vu des documents qui sont à la base de ce crime des transferts forcés et nous avons rappelé le comportement des forces de Mladic qui mettaient en œuvre la politique et les autres concernant l'expulsion, mais cela n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce que nous avons vu dans ce prétoire. Je suis sûre que vous allez vous rappeler ce que Mladic a dit lorsqu'il a ordonné l'expulsion de la population le 12 juillet. Mladic a pris le poste radio et a dit dans cette conversation interceptée, ce que vous allez voir à l'écran, la transcription de cette conversation interceptée, il dit, est-ce que ces autocars et ces camions étaient partis? Ensuite, Mladic, excellent, très bien, continuez à superviser la situation. Il ne faut pas que leur petit groupe s'y faufile. Ils ont capitulé tous et ils se sont rendus. Et nous allons les évacuer tous, ceux qui veulent être évacués et ceux qui ne veulent pas être évacués. C'est la pièce P1235. Finalement, vous allez entendre l'enregistrement audio d'une séquence vidéo où, quelque temps après la guerre, Mladic s'est vanté de la façon à laquelle il a remporté la victoire sur le peuple de Srebrenica. Nous n'allons pas regarder cela maintenant, mais je peux vous lire ce qu'il avait dit à cette occasion-là. Je cite, « Je n'aurais pu prendre Srebrenica et Jepa si je ne les avais pas affamés pendant ce dernier hiver. Depuis le mois de février, je n'ai pas fait passer que 1 ou 2 convois. Vous allez vous rappeler que lorsque j'ai montré cette vidéo au général Obradovic, il était suffisamment honnête pour identifier la voix de Mladic et c'est comme cela qu'il a authentifié la séquence vidéo. Les moyens de preuve sont sans équivoque et ils sont irréfutables. La population musulmane de Srebrenica a été expulsée pendant la période allant du 11 à 13 juillet par Mladic et par ses forces qui opéraient en conformité avec la politique de long terme et les ordres visant à les chasser. Mladic n'a laissé aux populations aucun choix. La population devait quitter Srebrenica pour survivre. Je pense que c'est maintenant le moment propice pour faire la pause et plus tard je vais parler des opérations de meurtre. Le président, c'est à vous de voir. Vous avez encore 5 minutes avant la pause habituelle, mais si vous pensez que c'est le moment propice pour faire la pause, vous pouvez le faire. Bien, on va faire la pause et nous allons continuer à 12h10.